Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans Contre-courant, le nouveau rendez-vous à retrouver sur Mediapart chaque mois en présence d'Alain Badiou. Aujourd'hui, nous aborderons la question de l'Ukraine, la crise la plus grave depuis la chute du mur, à en croire du moins Barack Obama. Et nous discuterons notamment de la vision que les médias occidentaux véhiculent depuis quelques semaines à ce sujet. Et tout d'abord, Alain Badiou, vous avez souhaité aujourd'hui aborder la crise toujours en cours aujourd'hui en Ukraine. À l'heure où nous parlons, un référendum se prépare pour le 16 mars prochain et la Russie se bat plus que jamais pour se voir rattacher la Crimée, tandis que le nouveau pouvoir ukrainien en appelle aux Occidentaux pour empêcher ce rattachement programmé de ce territoire aux voisins russes. Quel que soit, il est vrai, le jugement qu'on puisse porter sur le gouvernement de Vladimir Poutine, difficile de trouver territoire plus symboliquement russe, plus historiquement russe que la Crimée, Alain Badiou. Ah ben c'est certain, c'est même une des difficultés de la situation actuelle, de ses caractères à la fois frappants et complexes. La Crimée, c'est un symbole de la Russie depuis longtemps. Déjà au XIXe siècle, la guerre de Crimée a eu lieu, comme une sorte d'anticipation, s'avérait être un conflit entre les impérialistes occidentaux, en l'occurrence l'alliance franco-anglaise et la Russie. Il y a sur cet épisode des témoignages tout à fait admirables, en particulier celui de Tolstoï, qui était militaire à l'époque et qui en a ramené un récit vraiment magnifique. Et puis c'est aussi en Crimée que s'est produit un des tournants de la dernière guerre mondiale et de la résistance des soviétiques à l'invasion d'Asie. Et il faut souligner en outre que, bon, ça comme tout le monde le sait maintenant, c'est une région absolument russophone, on ne parle pas ukrainien en Crimée, et que lorsqu'on va là-bas, je suis moi-même allé à Odessa plusieurs fois, on a le sentiment d'être en Russie. C'est purement subjectif, hein. Purement subjectif. Donc, voilà, du point de vue de la géopolitique, du point de vue de l'histoire, cette affaire est compliquée parce que, en effet, la Crimée, de toute façon, a une valeur symbolique pour l'État russe, quel qu'il soit, à mon avis. Je pense que Poutine, là, n'est qu'un agent d'une longue tradition qui a traversé le tsarisme et l'Union soviétique. Faisons peut-être un pas en arrière. Comment avez-vous analysé les événements de la place Maïdan ? Est-ce que j'ai cru comprendre que vous n'y aviez pas vu de simples mouvements citoyens spontanés s'élevant contre un pouvoir autocrate et corrompu? C'est-à-dire que je suis frappé de voir apparaître depuis maintenant de longs mois ou même de courtes années des phénomènes qui sont formellement du même ordre, c'est-à-dire de grands rassemblements de population occupant des places publiques sur une durée prolongée et unis par un mot d'ordre négatif. Alors ça peut être Moubarak dégage si on est sur la place Tahrir, ça peut être le désir de provoquer la chute du gouvernement, en effet, à mon sens, despotique et corrompu, qui était en place en Ukraine il y a encore quelques semaines. Mais dans tous les cas, il y a cette forme politique très particulière du rassemblement. Et la deuxième donnée tout à fait caractéristique, c'est que ce rassemblement est un rassemblement entre des forces tout à fait composites, et voire même virtuellement opposées. En Égypte, c'est le courant que j'appelle le courant du désir d'Occident, hein, le courant qui désire la modernisation de la vie sociale et de la vie politique, qui est composé largement de la petite bourgeoisie éduquée de ces pays et du ralliement d'un certain nombre d'intellectuels. Et puis la deuxième composante, une composante identitaire. Alors en Égypte, cette composante identitaire, c'est évidemment les frères musulmans, l'idée d'un lien organique et hérité entre la politique et la religion. Et en Ukraine, c'est le courant historique d'identité ukrainienne et le séparatisme ukrainien, qui est une donnée aussi historiquement constituée de longue date. Et ces deux groupes manifestent ensemble, mais dans la précarité du moment. Dans la précarité du moment, et c'est
traversée par une contradiction majeure et fondamentale, puisque en Ukraine, comme en Égypte, l'arbitrage va se faire à un niveau institutionnel et militaire, finalement, c'est-à-dire dans un rapport de force, dans lequel, il faut bien dire, la partie qui attire notre sensibilité occidentale, c'est-à-dire la partie constituée par la petite bourgeoisie éduquée, n'est pas en état de résister aux pressions des deux autres partenaires. Alors au fond, on a affaire, je pense, depuis quelques années, à des révoltes, à des émeutes, à des mouvements qui s'en prennent à des régimes incontestablement despotiques. Ces régimes despotiques ont en général un grand parrain parmi les grandes puissances. Oui, voilà, en Égypte, c'était les États-Unis depuis très longtemps, c'était un allié majeur et fondamental des États-Unis. En Ukraine, le gouvernement était évidemment un gouvernement au service des intentions soviétiques, enfin russes maintenant. Et on a donc une partie à trois. On a une partie à trois et non pas une partie à deux. Ce n'est pas le mouvement populaire et démocratique contre le despotisme appuyé par l'étranger. C'est trois composantes parfaitement identifiables. Une que j'appellerais la composante du désir d'Occident. En Ukraine, le désir d'Europe. En Égypte, le désir de modernité, en particulier sur les questions des femmes, de la religion, etc. Et puis une composante identitaire très constituée, et en général plus organisée, voire même plus militarisée que l'autre composante. Les Frères musulmans étaient un groupe qui était aussi un groupe militarisé, comme le sont les groupes d'extrême droite ukrainiens aujourd'hui. Alors voilà, dans cette situation, où est le bien, où est le mal, quel est le système de choix qui peut être le nôtre? La sympathie générale d'opinion, de médias et même de partis politiques va généralement en Occident à ceux qui sont dans le désir d'Occident. C'est bien normal. C'est comme si ces gens désiraient, au fond, la position que nous occupons. Le régime politique qui est le nôtre, l'aisance matérielle qui est la nôtre, etc. C'est-à-dire comme s'ils désiraient tout ce contre quoi moi je combats naturellement, puisque c'est la situation avec laquelle je me sens en antagonisme effectif, c'est ma situation. Donc c'est pour moi une situation toujours un peu compliquée de voir des gens désirer, pour des raisons que je comprends, désirer ce dont je désire la fin. Et c'est cette situation-là qui m'intéresse, qui me captive, et donc je pense qu'elle se développe maintenant dans de nombreux pays, dans des situations différentes et singulières, mais c'est une donnée du temps. Il est très frappant aussi de voir à quel point ce que vous pointez comme le désir d'Europe chez la partie éduquée démocrate de l'Ukraine de l'Ouest cadre mal avec finalement l'espèce de grand désenchantement par rapport à l'Europe que nous vivons, et que les jeunes Européens quasiment dans leur ensemble sont en train de vivre. Oui, mais c'est ce que je vous disais, je vis quasi personnellement cette discordance. L'Europe telle qu'elle est actuellement n'est pour moi nullement l'enjeu d'une satisfaction subjective ou d'un désir quelconque. Je pense que c'est une construction bureaucratique qui sert finalement, il faut bien le dire, de médiation générale à l'intégration de nos pays dans la mondialisation capitaliste. C'est l'opérateur local de cette intégration. Et effectivement, je ne désire pas que ce processus s'impose ou se poursuive, et je ne peux pas le faire. D'un autre côté, des gens tout à fait extérieurs à cette situation peuvent considérer que ce serait une amélioration par rapport à leur soumission à un régime despotique. Ce qui est très curieux quand même, et qui doit attirer l'attention, c'est qu'en Égypte, ce qui s'est passé, c'est que la composante démocratique petite bourgeoise a ramené au pouvoir les militaires. Et ça, c'est tout de même quelque chose sur lequel il faudrait méditer, puisqu'on a tourné en rond. Dans ce jeu à trois, on a tourné en rond. Finalement, ceux qui ont tiré le bénéfice de la première séquence de l'émeute ont été les Frères musulmans, qui ont été élus très démocratiquement et avec une majorité considérable. Et puis, il y a eu ensuite des soulèvements contre eux de la partie, justement, éduquée, moderniste et pro-occidentale. Mais comme cette composante est en général politiquement faible et très peu organisée, c'est le troisième terme qui a tiré les barons du feu, si bien qu'on a vu Moubarak revenir par la fenêtre, alors qu'on l'avait fait sortir par la porte, sous la pression pratiquement des mêmes forces. Alors ça montre à quel point ce jeu à trois est un jeu périlleux et peu réglé, et marqué, me semble-t-il,
par une irresponsabilité des démocrates. Pour terminer peut-être cette séquence ukrainienne par une touche plus légère, enfin, je ne sais pas d'ailleurs, on a vu ressurgir à la faveur de ces événements le nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy sur le perron de l'Élysée, après avoir été ministre des Affaires étrangères bis sous Nicolas Sarkozy, lors de l'intervention française en Libye. Le voici à nouveau sur le même perron, cette fois aux côtés de François Hollande. Quel sens donnez-vous à cet retour du même, cet éternel retour du même? Eh bien, je pense que Bernard-Henri Lévy surgit de son néant propre, si je puis dire, à chaque fois que, précisément, ce jeu à trois s'organise. Et il est là comme le porte-parole internationalisé du désir d'Occident dans son acception la plus conservatrice, à mes yeux, la plus répétitive. Si bien que je crois qu'on peut le prendre aussi. C'est une fonction intéressante, comme ce que les Chinois appellent le professeur par l'exemple négatif. C'est-à-dire, si vous regardez de près la position de Bernard-Henri Lévy dans une conjoncture déterminée de ce type, vous savez en tout cas l'endroit où il ne faut pas aller.